Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgoca 21 TV. Au sommet de cette émission de géopolitique, les BRICS devenus économiquement puissants, la guerre en Ukraine et la guerre au Soudan. Je suis accompagné pour cette émission de géopolitique, vous le savez très bien, de Monsieur Etoga Messina, notre consultant maison. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation, c'était un plaisir. Inacio Lula da Silva place le Brésil sur une nouvelle dynamique économique. Lors de sa visite à Shanghai, il s'est posé une question hautement politique. Il se demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Est-ce que c'est un réveil des nations peuplées? D'emblée, je dirais que le président Lula da Silva, son parcours politique, le porte vers ce style de combat-là. Il adore ce style de combat et la verve qui est la sienne lui permet, n'est-ce pas, d'avoir voix au chapitre parce qu'il est aussi dirigeant d'un pays qui est quand même considéré comme étant une puissance. On parle ici du Brésil. Et c'est grâce à lui, j'ai envie de dire, que le dynamisme économique au niveau du Brésil s'est fait ressentir. Et il a travaillé à l'inclusion des populations ou bien des peuples rejetés, parce qu'il y a des questions de racisme fort prononcées dans ce pays-là. Lui, il a travaillé à ce que ce racisme-là soit résorbé, pas dans sa totalité, mais baisse considérablement. Et son parcours ainsi fait, on se rend bien compte que malgré l'âge qu'il prend, le combat qu'il essaye de porter aujourd'hui est toujours d'une grande stature. C'est pourquoi la pensée, la réduction de l'influence du dollar dans les économies nationales est une question qui sollicite beaucoup d'énergie. Et je crois qu'il a cette énergie-là, c'est pourquoi il s'aventure dans cette lutte-là. Au-delà de ça, quand il pose aussi cette problématique-là, c'est pour montrer à quel point il est contre toutes sortes de domination, d'hégémonie. L'hégémonie, ça l'offusque. L'hégémonie, le courrouce. Et c'est en cela que penser ainsi de la dédollarisation du monde, poser cette question-là à l'endroit de l'ensemble des pays que constitue l'humanité, pour lui, c'est un éveil de conscience. Rappeler à ceux-là qu'on n'est pas né pour être dominé, on est aussi né pour être indépendant. Et donc, c'est une question d'indépendance ici, d'indépendance monétaire. L'avènement d'un système monétaire indépendant, non pas régi unilatéralement par la question par le dollar, et donc qui gère le dollar, on va dire ici les États-Unis. Et donc le président Lula da Silva est dans son combat, il est dans la droite ligne de son parcours politique, il est dans les aspirations même d'un socialiste pur et dur, c'est-à-dire venir à l'endroit, aux côtés des peuples qui souffrent. Et je crois que le dollar ne fait que des malheurs ou bien du malheur sur l'ensemble des économies au niveau du monde. En 2023, les BRICS, c'est 31,5% du produit intérieur brut mondial, un pourcentage qui est au-dessus de tous les pays du G7 réunis. Est-ce que c'est un contrepoids décisif vers ce monde multipolaire? Tout à fait. C'est un contrepoids. Il est clair que c'est un contrepoids. Et le contrepoids, la question c'est maintenant, pourquoi est-ce que c'est un contrepoids? Me référant à l'ensemble des pays qui constituent les BRICS, vous allez voir qu'ils sont non pas en désaccord, mais en opposition fort prononcée sur les questions, par exemple, que les États-Unis essayent de mettre en avant comme constituant des valeurs. Et
partant, quand vous parlez du poids économique, c'est vrai, c'est 37%, c'est vrai, ils sont au-dessus du G7. Ça démontre aussi la puissance que ce groupe-là constitue et l'attractivité qu'elle pourrait avoir, ou bien qu'elle a déjà sur la scène, sur le système monétaire qu'elle aimerait voir aussi émerger. Et c'est en cela que c'est une opportunité pour les pays qui aspirent à voir leur économie émerger en dehors de la sphère du dollar régie par les États-Unis. C'est un contrepoids en ce sens aussi que cela permet à des pays de pouvoir s'émanciper, de connaître un autre horizon, de savoir que le monde tourne vers quelque chose non plus d'unipolaire, mais quelque chose de multipolaire. Et ils mettent en avant, naturellement, cette multipolarité avec la construction, l'établissement d'une nouvelle banque qui vient en aide aux pays qui sollicitent des crédits pour le développement des infrastructures. C'est en ce sens qu'ils ont développé une banque. Je pense si on a le temps, on y reviendra. Mais c'est un contrepoids aussi parce que ça remet en doute la puissance des États-Unis, parce qu'ils étaient en hégémon, c'est-à-dire c'est eux qui régentaient le monde. Juste grâce à leur monnaie, le dollar, vous vous rendrez compte que c'est eux qui régissent la circulation, les échanges au niveau international. Vous payez en dollars, d'où la question du président Lula da Silva. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas utiliser ma monnaie nationale pour commercer avec d'autres pays, mais je dois d'abord passer par le dollar pour recevoir ensuite les devises. Donc le panier des devises, j'ai envie de dire ici, est un contrepoids parce qu'elle vient l'agrandir, à savoir que le yuan devient une devise au niveau international, reconnue internationalement, le rouble et les partenariats signés avec des pays d'un point de vue bilatéral permettent de mettre en ballottage déjà le dollar et de constituer les BRICS comme étant une force d'opposition ou alors un contrepoids, comme vous le dites. Et tout naturellement, c'est en cela que c'est une bouffée d'oxygène pour les pays sous le joug de l'hégémon ou alors le suzerain, comme le président Poutine appelle les États-Unis à l'heure actuelle. C'est une bouffée d'oxygène si vous intégrez aujourd'hui les BRICS. Dans un contexte où les BRICS deviennent de plus en plus puissants, est-ce que les États-Unis peuvent affaiblir la Chine économiquement? On sait que les BRICS frappent les États-Unis au cœur de leur économie, la dédollarisation pour le yuan. Oh, oui, est-ce que, si je comprends bien votre question, c'est de savoir si les États-Unis seront affaiblis parce qu'il y a l'avènement du yuan sur le marché international. Les États-Unis pourront affaiblir la Chine pour pouvoir préserver la valeur du dollar sur le marché international. Je dirais que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre si les États-Unis arrivent à conserver leur hégémonie, à savoir le dollar sur le marché international. C'est de bonne guerre. Mais c'est à la Chine, ici, j'ai envie de dire, de constituer, certains n'aiment pas trop cette appellation-là, des blocs, pour que son combat arrive à bon port. Mais les États-Unis, la force, ou alors, oui, ce qui constitue leur force aujourd'hui, c'est le fait qu'ils aient des partenaires stratégiques d'un point de vue géoéconomique et géopolitique qui, dans leur escarcelle, permettraient de consolider la puissance du dollar sur le système monétaire international. Vu ainsi, on vous rendez bien compte que la Russie, la Chine, la constitution des BRICS permet déjà de fragiliser cette garantie que les États-Unis ont, parce que si elle est amoindrie aujourd'hui, vous allez voir qu'elle va venir, les États-Unis viendront avec le volet militaire pour imposer
leur domination sur la scène internationale, d'où la question de réveiller les conflits dans les différents pays pour qu'on ne s'intéresse pas aux questions fondamentales qui redistribueraient les cartes au niveau international. D'où on réveille la question de Taïwan au niveau de la Chine. En Russie, on parlera de la question des droits de l'homme et j'en passe. On va naturellement parler de la question ukrainienne avec l'avancée, la politique de l'encerclement de la Russie que les États-Unis ont mis sur pied avec leur think tank. Et bien évidemment, c'est pour fragiliser la constitution d'un bloc. Et certains chercheurs parlent de la faiblesse au niveau des BRICS, c'est de cette homogénéité encore fragile dans cette institution-là qui va à l'avantage des États-Unis, qui, ma foi, aujourd'hui s'appuie là-dessus pour consolider, n'est-ce pas, ses acquis et renforcer, n'est-ce pas, ses partenariats d'un point de vue bilatéral avec ses partenaires géopolitiques et sa puissance militaire fait le job. Donc, la Chine a la capacité de fragiliser, mais je pense qu'elle doit travailler de concert avec les autres nations pour fragiliser au mieux et davantage l'influence du dollar sur le système monétaire international. Les BRICS ont créé la banque de Shanghai. Où vont-ils s'arrêter? Vont-ils créer finalement une association des nations sur le modèle, par exemple, des Nations Unies ou encore un tribunal pénal international? Je crois qu'ils ne s'aventurent pas dans le duplicata de ce qui se fait à l'heure actuelle. Je l'ai dit, duplicata, c'est reconstituer une nouvelle banque mondiale, un nouveau FMI, une nouvelle CPI. Je ne pense pas que c'est un duplicata. S'il s'avère même que c'est un duplicata, mais je pense que l'esprit des institutions qui naîtront ne sera pas le même. En ce sens que la banque que vous venez de dénoncer permet de voir à quel point les pays émergents ont besoin d'infrastructures de façon palpable pour propulser leur développement. C'est en cela qu'ils investissent dans ce sens-là. Or, regardez au niveau de la Banque mondiale, du FMI, où les États africains refusent de penser l'économie pour aller, n'est-ce pas, s'agenouiller devant ces institutions-là pour, n'est-ce pas, commander la dette qu'on doit rembourser et venir quand cette dette arrive dans nos pays, on les dilapide par la corruption sous le couvert, n'est-ce pas, de ces institutions internationales-là, qui reviendraient maintenant encore dans les rapports internationaux, vous dit malgouvernance, bonne gouvernance, cotation de bonne gouvernance. Et c'est en cela que ces institutions nouvellement créées par la constitution des BRICS permettent, n'est-ce pas, de remettre cette rationalité de la gestion économique au cœur, n'est-ce pas, du développement de chaque pays, ou alors du développement personnel qui permet, n'est-ce pas, de venir avec quelque chose d'intéressant pour le développement de son pays dans son ensemble. C'est ici qu'on va un peu titiller l'auteur de ces Africains ennemis des Africains. Et donc, est-ce que ces institutions-là permettent de dire que les Africains qui vont y travailler vont, n'est-ce pas, naturellement travailler en contradiction avec les intérêts africains? Je ne pense pas, parce que les différents États qui constituent déjà les BRICS et qui sont les meneurs de cette action-là ont déjà à cœur le fait d'être proches des populations qui souffrent et qui voulaient voir sortir de cette situation de précarité. C'est pourquoi vous allez voir leur investissement dans ces différents pays-là pour la construction des infrastructures, c'est-à-dire les hôpitaux, les infrastructures de loisirs, la sécurité militaire, ils viendront en appui. Et donc, cette banque-là, je pense que la banque des BRICS, aujourd'hui, au niveau de la Centrafrique, a lancé 7 grands projets qui devront voir le jour d'ici quelques mois ou quelques années pour, n'est-ce pas, le développement de ce pays-là, que ce pays-là sorte de cet engrenage de conflits, cet engrenage de coups d'État, cet engrenage de précarité, où on niait déjà l'existence de la Centrafrique dans la carte mondiale. Aujourd'hui, elle pense déjà développement. C'est de bon augure. Et c'est grâce à qui? À l'avènement des BRICS. Vous avez la France. Pourquoi ne pas parler de cette puissance-là dans le continent africain qui était présente naturellement pour, n'est-ce pas, ces questions que les BRICS viennent aujourd'hui en solution,
vous vous rendrez bien compte qu'ils sont passés à côté de leur mission principale sous le couvert des Nations Unies, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, mais ils ont pillé, volé le continent africain. Est-ce que c'est ça la mission des BRICS? Je doute fort parce qu'ils ont à cœur cette question sociale. Et quand on regarde l'histoire des pays qui constituent les BRICS, ils sont loin d'être des puissances hégémoniques. Alors que le sommet des BRICS doit se tenir les 2-3 juin 2023 au Cap en Afrique du Sud, 19 pays ont montré leur intérêt pour l'adhésion au groupe. Le Brésil, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, le Kazakhstan, le Nigeria, le Sénégal et la Thaïlande. Par contre, l'Argentine et l'Iran, la Turquie et l'Arabie saoudite ont montré leur intérêt. Est-ce que cette initiative renforcera la Chine économiquement et accélérera la chute du dollar? La chute du dollar, certains analystes pensent qu'elle n'est pas prête d'arriver et ça prendra un peu plus de temps et je suis tenté de penser ainsi, tout simplement parce que la préparation des masses n'est pas encore au beau fixe pour, n'est-ce pas, arriver à cette dédollarisation du monde. Qu'est-ce qui pourrait créer cela? C'est la confiance qu'on accorde à une monnaie. C'est la confiance qu'on accorde à une monnaie qui crée sa valeur. Et la valeur monétaire du dollar aujourd'hui, c'est la confiance qu'on lui accorde dans les échanges internationaux. Si les pays aujourd'hui tentent à décrédibiliser cette monnaie-là au niveau international, la monnaie perd sa valeur et elle chute dans le ranking des monnaies internationales. Et donc, les États-Unis se verront dépossédés d'une manne qu'ils avaient par le passé et qu'ils ont mal usé parce qu'ils se considèrent, ils ont utilisé cela pour la domination de leur État sur les autres États. Et maintenant, 19 pays frappent aux portes du BRICS. J'ai envie de dire que vos sources sont un peu antidatées, mais récemment, on parle déjà d'une cinquantaine de pays qui frappent aux portes du BRICS. Et ça montre aussi, n'est-ce pas, que ce pôle-là constitue un sérieux contrepoids, je reprends vos propos, un sérieux contrepoids face à la Constitution. Je ne suis pas sûr que ces États-là qui constituent les BRICS sont constitutifs de ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. Et donc, les BRICS constituent, je m'excuse, un contrepoids pour, n'est-ce pas, rivaliser avec ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale, à savoir que le yuan est une monnaie. La Russie et la Chine ont signé un contrat pour faire les échanges entre eux, et donc le paiement se passe soit en rouble, soit en yuan. La Russie et l'Iran, ils ont fait un partenariat pour les échanges monétaires en leur monnaie nationale. Il y a plein de partenariats qui se sont constitués ainsi, qui fragilisent déjà en douceur le dollar. L'Union européenne et la Chine, ils ont signé un partenariat pour les commercial pour les échanges non plus en dollars, mais en monnaie en yuan ou en euros. Et donc vous voyez ici que petit à petit, comme on dit au quartier, on s'amène vers quelque chose qui bouterait hors du système monétaire, la monnaie dollar. Mais est-ce que les États-Unis vont se laisser faire parce qu'ils ont, comme je disais par le passé, cette puissance géoéconomique que constitue déjà le dollar en soi et cette puissance géostratégique parce qu'ils ont des partenariats de coopération bilatérale avec les différents États. Vous savez, l'OTAN est une institution qui caporalise, n'est-ce pas, les aspirations d'indépendance au niveau de l'Union européenne. Et est-ce que la dédollarisation du monde au niveau européen va se passer sans soubresaut, sans couac entre la relation États-Unis et Union européenne? C'est à voir. Mais sauf que le cap donné par les BRICS, la Chine, la Russie, l'Iran et j'en passe, c'est de voir la monnaie états-unienne être amoindrie dans les échanges au niveau international. Parlons maintenant de la guerre en Ukraine. Belgorod, la contre-attaque ukrainienne est redoutable. Deux groupes pro-ukrainiens, coup des volontaires russes et la Légion des libertés de la Russie sont deux groupes à tendance néo-nazie. Est-ce que c'est la naissance des milices de style Wagner? Andrei Yusov, porte-parole du renseignement ukrainien, lui dit que la Légion des libertés fait partie de l'armée ukrainienne. Est-ce que
Kremlin ne veut pas légitimer son opération spéciale en Ukraine. La tendance néo-nazie, on en a fait allusion lors des premières émissions de géopolitique, revient, la tendance néo-nazie refait surface. Est-ce que c'est une manipulation palpable ou prévisible de la part du Kremlin? Non, c'est pas une manipulation, c'est des groupes qui existent. Ils ont été créés au début, en 2022, ils sont entrés en activité en 2022, et dont les chefs se revendiquent être des nationalistes anti-Poutine. Anti-Poutine, ils aimeraient voir le renversement des régimes au niveau de la Russie. Ils travaillent pour faire cause pour les forces ukrainiennes, mais en soi, qu'est-ce qui constitue comme force? On les appelle les forces d'infiltration. Ils sont utilisés comme forces d'infiltration pour aller débusquer les positions de l'ennemi et le fragiliser dans son fief. Mais le néonazisme, vous me poussez à rappeler, n'est-ce pas, les objectifs de l'opération militaire spéciale. Dénazification. Est-ce qu'ils sont constitués comme étant des nazis? Vous vous rendez bien compte que la Fédération de Russie a catalogué ces milices style, on ne va pas dire Wagner, mais c'est ce qu'on aimerait. C'est la communication qui est faite pour les rapprocher et éluder le fait qu'ils sont constitutifs de quelque chose d'horrible, c'est-à-dire néo-nazi. Et donc ce rapprochement-là doit être éludé ici, disséqué, pour mieux cerner les ambitions de chaque groupe. Ce groupe-là, c'est un groupe néo-nazi, c'est affirmé, c'est confirmé, et donc la Fédération de Russie les considère comme étant des terroristes, et donc ils utilisent les moyens nécessaires pour les amoindrir au plus profond, à la plus simple expression de ces groupes-là, c'est-à-dire l'éradication totale. Et donc les objectifs de la guerre, puisque je suis presque obligé de rappeler ces trois points-là, c'est la dénazification. Et si le président Poutine a estimé qu'il y a des nazis en Ukraine, et vous avez vu la fête du 9 mai, c'est-à-dire la défaite des nazis la défaite des nazis remportée par l'Ukraine le 9 mai. Vous avez vu encore son discours qu'il a tenu pour montrer qu'ils ne failliront point dans la lutte contre le nazisme. La Russie, pardon. Le chef de Wagner fait des déclarations constamment. N'est-il pas l'axe d'une communication orientée du Kremlin? Tout élément de communication est important, surtout dans la stratégie. Je ne suis pas un spécialiste forcément, mais les petites études que j'ai faites en communication me permettent ici d'avoir un avis sur la question, surtout que c'est un domaine que j'affectionne beaucoup. Et donc tout élément qui permet de fragiliser les positions ou alors les convictions du camp adverse, Emmanuel Kant qui nous l'apprend dans son livre Mein Kampf, est intéressant, est important, parce que la communication permet d'avoir une portée stratégique au niveau des coups qu'on aimerait porter, soit dans le subconscient de l'adversaire, soit de manière physique ou dans l'exécution de son plan stratégique. Mais ici, on est plus sur le plan psychologique. La communication de Prigojine, ici, permet de flouter, j'ai envie de dire, les aspirations, soit de l'état-major russe, ou alors de masquer, n'est-ce pas, les velléités ou alors les véritables forces de ce groupe-là. Parce qu'ils disaient, ils n'ont plus de munitions, l'état-major russe n'envoie pas les munitions pour renforcer les positions au niveau du front. Mais sauf que, il n'y a pas longtemps, les médias concurrents aux vôtres, LCI et j'en passe, tablaient sur le fait que la contre-offensive ukrainienne
au regard des positions ou bien alors des allégations tenues par Prigojine, les place dans une position de force. On peut considérer alors là que le Kremlin a utilisé Prigojine pour constituer, n'est-ce pas, cette capacité d'attraction et de diffusion d'informations, de fausses nouvelles, qui permet de travailler sur le plan psychologique et sur le plan stratégique les positions, parce qu'ils vont calculer sur des fausses données. Et quand ils sont confrontés à une réalité aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que Prigojine revendique l'entièreté de la prise de Bakhmout dans sa totalité. Or, auparavant, il racontait quoi? Qu'il n'a pas de munitions pour conserver ses positions au niveau de Bakhmout. Et donc, c'est un élément de communication très important dans cette guerre-là. Vous avez vu que c'est lui qui en avance, ce n'est pas l'état-major russe, parce qu'au niveau international, il voudrait aussi avoir cet argument-là, que c'est vrai, nous avons lancé l'opération militaire spéciale, mais sauf que les forces qui y luttent ne sont pas forcément l'armée russe. C'est plutôt une milice Wagner là, que vous pouvez cataloguer comme un mouvement terroriste et vous finissez avec eux. C'est vrai qu'ils brandissent le drapeau russe, c'est vrai, mais ils ne sont pas sous notre contrôle dans la totalité. Ils ont un chef qui milite pour eux et le chef là travaille pour que la Fédération de Russie soit respectée. Et c'est au bénéfice de qui dans la guerre? Le président Poutine, je pense qu'il tire profit de cet état de fait-là. Est-ce que ce n'est pas une copie des deux groupes qui sont formés en Ukraine? Pas le copie, je dirais non. Je dirais non. Parce que, quelle est l'idéologie que ce groupe-là porte? L'idéologie qui encadre les groupes au niveau de l'Ukraine et qui sont partie prenante de l'armée, comme le porte-parole, le service de renseignement le dit, il y a une différenciation totale. Au niveau de la Russie, ils ne sont aucunement reconnus dans l'armée régulière. Mais sauf qu'en Ukraine, ils sont reconnus comme partie prenante de l'armée régulière, où ils sont assis à la table de la prise de décision stratégique et la portée même de la protection du territoire, ils sont reconnus. Et dans cela, il y a une collaboration avec les nazis au niveau de l'Ukraine, il ne faut pas se cacher. Et c'est en cela que le président Poutine a dit qu'il va dénazifier. Il va dénazifier et faire respecter le russe partout où besoin sera. Et ces groupes-là sont hostiles, sont pas homophobes, j'ai envie de dire russophobes. Propos que tiennent les pays occidentaux, est-ce que la ministre Wagner est au même titre Mais la France, pourtant, via l'Assemblée nationale, a considéré, a voté une loi qui dit que Wagner est considéré comme une organisation terroriste. Ben, vous savez que quand vous interpellez la France dans ce qui se passe aujourd'hui, qui essaye de jouer les blancs-seings, c'est un peu se foutre de notre gueule. Elle a la légion étrangère qu'elle peut considérer aussi comme mouvement terroriste. Elle a cette légion-là, c'est constitué des étrangers, c'est entièrement constitué des étrangers qui vont faire la guerre un peu partout dans le monde, dans les luttes de libération, dont la France n'a pas qualité. Elle n'a pas qualité à condamner Wagner ou quoi que ce soit. Elle a ses propres tares qu'elle doit soigner, j'ai envie de dire. Mais commencer à cataloguer Wagner, c'est juste une projection qu'elle aimerait se donner pour, n'est-ce pas, son infiltration, une fois de plus, au niveau africain. Je lisais encore un article récemment qui nous parle de la redéfinition stratégique militaire de la France sur le continent se déroule aujourd'hui au niveau du Niger. Et cette portée stratégique-là permet de dire, par exemple, cette reconfiguration de l'armée française sur le continent africain tablée au niveau du Niger permet de dire que la prise de position qu'elle fait là, c'est juste pour travailler la communication de rejet de Wagner sur le continent africain et de montrer en quoi elle est là, aux portes des Africains pour encore une fois de plus les aider comme si elle a fait par le passé. Mais sauf que non, on regarde aujourd'hui les livraisons de 7 chasseurs
en Centrafrique pour la protection du territoire, la France a livré combien de chasseurs? Le Mali qui a reçu des armes de la Chine. Le Mali qui reçoit les armes de la Chine. Parlons juste de la France, là où Wagner opère et que on considère que c'est vrai. En Centrafrique, la France était là depuis 60 ans. La Centrafrique n'avait même pas un chasseur, un avion de chasse. La Russie arrive avec... C'est pas Wagner qui apporte les chasseurs. Au passage, c'est l'État russe qui livre 7 chasseurs à la Centrafrique pour la protection de son territoire. La France a livré combien? La France, combien de Français sont... Et c'est Prigojine qui a répondu à cette condamnation-là. Il leur a dit, oui, nous sommes en Centrafrique, on milite pour l'émancipation et la stabilité sécuritaire de ce pays-là. Mais vous êtes venus ici, vous avez commis des atrocités. Mais dans votre pays, vous avez considéré comme si c'est un non-lieu. Il n'y a pas eu d'agression sexuelle sur des enfants de 12 ans, de 8 ans au niveau de la Centrafrique. Vous n'avez pas pillé l'or, vous n'avez rien fait. Et donc, c'est en cela que Prigojine, puisqu'il est le président de Wagner, a répondu à cette condamnation-là en disant à la France que vous n'êtes pas exemple de tout reproche. L'Union européenne songe à agir face aux pays qui aident la Russie à contourner les sanctions. Est-ce que cela n'est pas un effet d'annonce? Non, c'est loin d'être un effet d'annonce, c'est loin d'être un effet d'annonce. Vous savez, ces institutions-là, ou bien alors les hommes qui animent ces institutions-là, travaillent avec des think tanks. Ils travaillent avec des think tanks, ils réfléchissent beaucoup, ils se projettent dans l'OTAN, chose que nous faisons à peine, et c'est pourquoi nous sommes toujours surpris par les événements. Cette prise de position-là, elle a été réfléchie, elle a été mûrie par rapport à certains événements qui se déroulent dans le monde actuel. Et ces événements-là ont une portée stratégique qui leur permet de se projeter dans l'OTAN. Une prise de position pareille, quel pourrait être l'élément déclencheur de cette prise de position-là? Vous avez la guerre en Ukraine. Au-delà de la guerre en Ukraine, vous avez l'inflation. L'inflation dans les économies occidentales, avec la question qui découle de la guerre en Ukraine, qui, n'est-ce pas, affecte les économies occidentales. Vous avez, eux aussi, ils ont en idée la position que les États-Unis aimeraient avoir sur la scène européenne. Est-ce qu'ils doivent continuer à être subjugués, dominés, mis comme État, comme s'ils sont un espace au service des États-Unis? J'ai envie de dire non. Donc, c'est se projeter, prendre une position pour se projeter. Mais sauf qu'à l'heure actuelle, quand on analyse les interactions de ces animateurs des institutions-là, on se rend compte que la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, est partie prenante de la politique étrangère définie par David Monroe, l'un des présidents l'un des penseurs de la politique internationale américaine, dont elle acquiesce, n'est-ce pas, l'ensemble des points développés par les États-Unis, parce qu'elle travaille pour les États-Unis, elle ne travaille pas pour l'Union européenne. Et donc, à ce moment-là, la prise de position qu'elle fait, c'est pour conforter le suzerain dans l'orientation qu'il aimerait donner, sur base du fait qu'il caporalise, n'est-ce pas, cette institution-là, il donne des orientations, et vous avez le débat qui se tient au niveau des députés européens rebelles qui aimeraient voir une démarcation de la politique européenne de celle des États-Unis au sein de ces institutions-là, qui permet de dire que cette prise de position n'est pas en phase, ou alors n'est pas en phase avec les aspirations de la communauté de destin qu'elle prédestine. Et donc, si vous me permettez, je dirais simplement que Ursula von der Leyen, prenant une telle position, se situe dans ce que les think tanks ont eu à penser sur base des éléments qui leur donnent matière à réfléchir, matière à penser, pour fragiliser l'influence des puissances hostiles à leur émancipation, à leur déploiement au niveau international. J'ai envie de citer ici la Chine, la Russie,
l'Inde, l'Iran et j'en passe. Et donc tout pays qui familiariserait avec l'État russe sera sanctionné. Sur quelle base? Sur la base du décret qui a été, la loi qui a été votée au niveau des États-Unis et selon l'extraterritorialité que les États-Unis s'arrogent comme droit, leur permet, n'est-ce pas, de venir s'investir parce qu'elle a déjà annoncé que tout pays, et donc les États-Unis, caporalisant cette institution-là, mettraient maintenant, non plus de façon visuelle, que c'est nous qui avons décidé, mais mettrait la pression en sourdine. On va faire une communication de lobbying à l'Union européenne pour que votre décision que vous avez prise à tel moment doit être appliquée parce que voici les éléments que nous avons. Mais en réaction à cela, Mme Marine Le Pen dit ceci, que la Russie sera encore plus riche après la guerre. Elle n'a pas tout à fait tort au regard, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods. Au regard des institutions de Bretton Woods qui ont sorti un rapport pour démontrer que la Russie fait une croissance de 3%, malgré le fait qu'elle soit en guerre. Elle n'a pas tout à fait tort. Et bien après la guerre, comment est-ce que ça se passera? Elle est aujourd'hui, la Russie aujourd'hui en train de constituer, avec l'apport des BRICS, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire sa position, la position dans laquelle les États-Unis, l'Union européenne et la communauté de destin que constitue la communauté internationale aimeraient plonger la Russie. Elle utilise cela comme étant une force pour, n'est-ce pas, transformer son positionnement à travers une diplomatie qui se veut plus familiarisante, qui se veut plus affable, à travers des hommes aussi qui dégagent une certaine respectabilité en termes de respect des valeurs de l'autre et en termes de respect de la souveraineté des pays avec lesquels on veut familiariser. Et c'est en cela que Marine Le Pen se projetant, parce que je vous dis, ces gars, ils travaillent avec des think tanks, se projetant, elle regarde les différents contrats, les différentes coopérations bilatérales que la Russie aujourd'hui est en train de tisser, et c'est l'avenir du monde. C'est l'avenir du monde. Elle se projette tout simplement, et ça lui permet de dire, au regard de ce que la Russie est en train de créer comme coopération bilatérale et multilatérale, ça lui permet de dire qu'à la fin de l'opération militaire spéciale, le rejet que la communauté internationale aimerait imposer à la Russie pour diminuer son influence au niveau international, aujourd'hui est l'atout majeur que la Russie dispose pour constituer. Et renforcer son économie et se projeter dans l'OTAN pour un développement certain. La guerre au Soudan, les guerres se suivent mais ne sont pas identiques. Qui contrôlera l'Afrique, le thème majeur de notre émission de géopolitique. En 2012, une découverte d'un gigantesque gisement qui fait du Soudan le premier producteur en Afrique. 36 coups d'État, 2 Russies. Aujourd'hui, 2 rivaux s'affrontent. Le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le chef milicien Mohamed Daglo, surnommé Hemeti, se battent pour le pouvoir. Une véritable situation catastrophique qui est derrière cette guerre, finalement. Qui est derrière cette guerre? Les acteurs. Les acteurs, mais qui sont ces acteurs-là? C'est là qu'est toute la nuance. Mais à la question fondamentale de l'émission que vous présidez, qui contrôlera l'Afrique, cette projection futuriste qui donne matière à réfléchir permet, au regard de la problématique africaine que vous me soumettez ce soir, me permet d'essayer à mon niveau de répondre qui contrôlera l'Afrique. Si nous considérons comme étant des ennemis de l'Afrique, on ne contrôlera jamais l'Afrique. Est-ce que les deux généraux-là, ils ont conscience qu'ils sont africains et que la situation africaine aujourd'hui ne nous permet pas de nous lancer dans ces guerres qui n'aident pas le continent, qui n'aident pas le pays,
pour lequel ils aimeraient voir un développement certain, mais aident plutôt les détenteurs de la technologie capables de venir exploiter les gisements d'or que vous avez énoncés en me proposant de réfléchir sur cette question. L'appât du gain. La volonté de posséder les richesses au même titre que les suzerains, par exemple, constituent un élément fragilisant le développement de l'Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que la corruption est ce qui gangrène le mieux nos économies, la corruption. Et est-ce qu'on peut contrôler, nous, Africains, l'Afrique en faisant usage de la corruption, c'est-à-dire s'accaparer de toutes les richesses pour une seule personne, sans penser à la cause générale de toute l'Afrique? Je pense que les deux généraux qui s'affrontent aujourd'hui, et aussi, en dehors de la corruption, la volonté de pouvoir. La volonté de pouvoir, c'est-à-dire d'inscrire son nom dans l'histoire du pays et qu'on dise qu'il a aussi gouverné le pays. Et donc, est-ce que c'est en cela qu'on va répondre à la question qui contrôlera l'Afrique? Je pense que c'est une question qui est destinée à des personnes qui ont véritablement à cœur l'Afrique et non à cœur d'assouvir leurs besoins primaires ou physiologiques. Au-delà de ça, comme acteur principal maintenant, comme acteur principal et penseur de cette affaire-là, parce que nous ne sommes que des acteurs de réalisation, nous Africains, on pense moins. Et donc, le penseur véritable de cette histoire-là, c'est celui qui a réfléchi comment mettre en place les révolutions au niveau international. Et quand vous évoquez les révolutions, vous avez la révolution de couleur. Les révolutions de couleur qui ont commencé sous l'ère, pas commencé, dont moi j'ai connaissance de ses débuts à l'ère Bush en Géorgie, renversement des régimes qui stipulent, qui voudraient, n'est-ce pas, ici magnifier l'avènement ou alors la promotion des valeurs occidentales sur un territoire qui n'est pas le leur. C'est-à-dire, ils quittent le chez eux, ils arrivent chez vous et ils vous disent que les valeurs en termes de primordialité que vous devez respecter, oubliez vos cultures, ça ne sert à rien, vos cultures. Voici les véritables valeurs auxquelles vous devez croire. Démocratie, liberté d'expression. Je ne suis pas contre tout ça, hein. Mais sauf que la manière que c'est imposé au pays, c'est juste du chantage. Et est-ce qu'on impose des valeurs en faisant du chantage? Et donc, ce qui se passe au niveau du Soudan aujourd'hui permet de mettre en lumière les propos de ce secrétaire d'État américain qui, d'antan, quand il était encore en fonction, disait « Je m'occupe d'abord du Soudan. Quand j'ai fini avec le Soudan, je viendrai au Cameroun. » Et donc, vous voyez ici la portée stratégique que ces gens portent et la vision qu'ils ont pour le continent africain ou bien pour les pays africains. Et donc, qui contrôlera l'Afrique? Ces propos, en les paraphrasant, démontrent à souhait que c'est lui qui contrôle l'Afrique et c'est lui qui prédestine les destinées africaines. S'il a décidé que c'est ainsi, ça sera ainsi. Vous savez, il prend aujourd'hui, j'ai oublié son nom, Tibor Nagui. C'est Tibor Nagui. C'est ambassadeur. Ah, c'est bon, tout à fait. Aujourd'hui, il prend fait et cause pour une cause. C'est un peu une digression, c'est pour montrer à quel point, si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience de ce qui constitue notre véritable souveraineté, on sera perdu. Il prend fait et cause pour la sécession du Cameroun, parce qu'il a fini de faire la sécession au niveau du Soudan. Il rabat ses cartes au niveau du Cameroun pour que sa sécession qu'il a pensé, imaginé à travers ce think tank réussisse. Or, si nous, Africains, les émissions comme la vôtre ne mettent pas en lumière ses propos, ne diffusent pas sa pensée hégémonique au niveau de la masse africaine pour constituer une véritable masse critique,
au sens gramscien, on va se rendre compte que on n'a pas encore une conscience, une culture consciente. On a une culture de loisirs telle que développée par nos différents influenceurs sur TikTok ou alors Instagram, Facebook et j'en passe, qui discutent des questions inutiles pour, n'est-ce pas, montrer à quel point nous sommes dans la culture du loisir et loin de la culture consciente ou alors de la culture de la conscience. C'est en cela que, à ce niveau-là, eux, ils sont en avance sur nous. Eux, ils ont segmenté leur manière de penser. Ils ont pas diversifié, ils ont orienté leur manière de penser. Ils ont classifié exactement pour, à ce moment-ci, voici nos influenceurs. Ils ont leur émission là, TPMP, je ne sais pas si vous connaissez, TPMP qui reçoit la marmaille. On veut animer le peuple pour, n'est-ce pas, diminuer la capacité du peuple à penser révolution. Parce que nous sommes englués dans une situation inflationniste. Il faut bien animer le peuple pour qu'ils comprennent que c'est le loisir. Quand ça va mal, on peut quand même rigoler. Donc il y a ces émissions de loisirs là. Mais sauf qu'en sourdine, nous sommes en plein dedans, on ne fait que ça. Mais eux en sourdine, il y a des think tanks qui pensent sur le devenir de l'Europe. On a le continent, le grand continent. C'est un magazine qui réfléchit sur les questions européennes. Comment sa situation avec les États-Unis, comment elle se projette au regard de la guerre en Ukraine, comment est-ce qu'elle peut renchérir ses positions au niveau de l'Afrique. Le temps ont notamment déjà réfléchi sur comment encercler l'URSS. Tout à fait. Mais nous, on a deux généraux qui se bagarrent, des enfants d'une même mère qui portent des armes et s'entretuent. Nous sommes là dans la question biblique, je crois que c'est Caïn et Babel, et qui se sont entretués. Est-ce que c'est ce que nous vivons? Je doute fort. Mais sauf que si nous avons la lucidité nécessaire de comprendre que le devenir de l'Afrique ne peut que dépendre que de nous, les autres nous ont peut-être à cœur, mais pas comme nous avons à cœur l'Afrique, on se rendra compte que si nous travaillons, non pas de concert avec ces institutions hégémoniques, si nous définissons nous-mêmes notre souveraineté, et vous me permettrez encore cette digression, c'est de dire que la souveraineté est au cœur de ce qui constitue les relations internationales aujourd'hui. Pourquoi les BRICS que nous parlons en l'entame de notre émission mettent à cœur, mettent à la place centrale de leur action la question de la souveraineté. Parce que c'est l'avenir. Si aujourd'hui, c'est les multinationales qui définissent votre souveraineté, vous avez des situations comme au Soudan. Parce que qui exploite l'or qu'on a découvert là-bas? Ils ne veulent pas payer les impôts, ils ne veulent rien payer. Ils veulent payer les impôts par le truchement de la corruption pour que ça finisse dans les poches des uns ou des autres, au détriment du peuple qui subit les affres de l'exploitation. Et annuler tout contrôle de la masse d'or qui puisse sortir du Soudan. Tout à fait. Et forcément, votre question, la question principale de cette émission qui contrôlera l'Afrique a tout son sens. Et pour faire simple, si l'Africain est conscient des enjeux et du jeu au niveau international et du monde, il contrôlera l'Afrique. S'il est quelque peu désemparé par le jeu et les enjeux, il se fera contrôler soit par la Russie, soit par la Chine, encore mieux par celui qui l'affectionne avec je ne sais pas quel amour, les États-Unis, par le truchement de ses valets locaux, la France, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, et j'en passe. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.